impact-asso, et vous pouvez commenter et poser vos questions sur la page Twitter impact-asso. Alors nous sommes avec Daniel Albert. Nous allons parler de son livre « Les surprises de l'économie d'Israël ». Donc Daniel Albert est docteur en économie, diplômé de ESCP Europe et Sciences Po Paris. On est tous impressionnés. Professeur en MBA en Chine et en Israël, spécialiste des économies asiatiques, consultant international. Vous avez écrit d'ailleurs de nombreux ouvrages sur l'Asie et le management interculturel et vous emmenez régulièrement des délégations d'hommes d'affaires asiatiques en Israël. J'ai tout juste. C'est déjà pas mal. Donc, vous allez nous parler de votre livre et de l'économie d'Israël en général. On a assisté à une conférence, à une de vos conférences, et vous parlez du livre Israel Startup Nation. Vous en parlez un peu comme une Bible pour Israël. Et aujourd'hui, vous écrivez Les surprises de l'économie d'Israël. Qu'est-ce qui a changé entre ces deux ouvrages? Qu'est-ce qui devait être mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? D'accord. On a commencé à parler d'économie à propos d'Israël, et au fond, c'était nouveau, parce que chaque fois qu'on parle d'Israël, c'est pour parler géopolitique, politique, terrorisme, guerre, conflit. On ne parlait pas de l'économie d'Israël comme s'il n'y en avait pas. Or, il y en a une, et on ne la connaissait pas, personne n'en parlait, et l'ouvrage que vous mentionnez, Startup Nation, en a parlé pour la première fois en mettant l'accent sur une partie de l'économie d'Israël, qui est l'économie high-tech, l'économie des nouvelles technologies, l'économie la plus avancée, celle qui construit le XXIe siècle, mais qui en réalité n'est qu'une toute petite partie de l'activité économique d'un pays, peut-être 10% du produit national brut, peut-être 5% des emplois, et peut-être quand même 30% des exportations et des investissements. Donc c'est stratégique, c'est important, et c'est qu'une fraction de l'économie d'Israël. Donc quand j'ai commencé à faire venir des investisseurs chinois, japonais, coréens, pour les intéresser à Israël, j'ai évidemment commencé par leur montrer le livre Startup Nation, en leur disant venez pour la high-tech, et ils viennent pour la high-tech, et puis ils me disent mais il y a d'autres choses en Israël, et parlez-nous un petit peu de l'économie d'Israël. Et j'ai commencé à regarder s'il existait des livres sur l'économie d'Israël en général, l'agriculture, les banques, l'assurance, le transport, la distribution, il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose qui me plaisait. Alors comme j'aime bien les livres qui me plaisent, c'est-à-dire des livres simples, qui racontent les choses avec de la chair, avec des histoires des gens qui font l'économie. L'économie, c'est les gens qui font, qui produisent et qui distribuent. Je l'ai écrit moi-même. Donc il y a 3-4 ans, j'ai dit je vais écrire un bouquin, non pas sur la high-tech, mais sur l'ensemble de l'économie d'Israël. Et ma surprise, c'est pour ça que j'ai appelé la surprise, c'est que tout ce que je touchais révélait des choses étonnantes. L'agriculture, j'ai commencé par regarder l'agriculture, je disais bon c'est quoi l'agriculture israélienne, et j'ai commencé par le début, c'est d'où vient la science agricole. Et très vite j'ai découvert qu'il y avait un institut de recherche qui s'appelle l'Institut de recherche agricole, en anglais Agricultural Research Organization, qui appartient au ministère de l'Agriculture et qui est plus grand que l'Institut Weizmann et qui est en train de préparer l'agriculture du 21e et du 22e siècle à coup de génétique, de contrôle des productions et de la distribution, quelque chose de très avancé. Et donc même l'agriculture, c'était de la high-tech. Alors c'est ma première surprise. Deuxième surprise, en marchant, où est-ce que se fait l'agriculture? Où sont les fermes? Alors on me dit, mais c'est les kibbutzim. Ah, mais je croyais que ça avait disparu. Ah, ben ils ont disparu. Alors je vais voir, ils sont encore là. Alors, surprise. Alors je gratte un peu. Alors, ils sont là, mais ils ont changé d'état d'esprit. C'est plus ce que c'était avant. Et puis surtout, ils ont accueilli des usines. Les usines sont dans les fermes. Je croyais que c'était qu'en Chine qu'il y avait des usines dans les fermes. Non, c'est en Israël. Et en allant comme ça de surprise en surprise, j'ai commencé à structurer ma recherche. C'est là que je me suis adressé à c'est pas mon co-auteur parce qu'il n'a pas participé à l'écriture, mais il m'a beaucoup aidé. Il s'appelle Dan Katariva, c'est le directeur international du patronat. C'est un ancien haut fonctionnaire. Il a été en poste à l'ambassade d'Israël à Hong Kong et en Chine. C'est ça qui nous a rapprochés, parce que je travaille beaucoup avec la Chine. Et je lui ai dit, fais-moi connaître les gens, les Israéliens qui ont construit les usines qu'on ne connaît pas, l'industrie pas high-tech, les pâtes, les soupes, les tartes toutes préparées, les yaourts, les choses de la vie quotidienne. Et j'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer les grands patrons qui ont créé l'industrie quotidienne des Israéliens, et j'étais comme ça de surprise en surprise, d'où le titre. Très bien.
Le son marche? Apparemment, le son marche, personne ne s'est plaint. D'accord, je précise parce qu'à dernièrement, il y a un problème de son, donc je préfère poser. Vous comparez beaucoup l'économie d'Israël, ou du moins l'évolution du système économique israélien à celui de la Chine ou l'Inde, qui sont des États qui sont à peu près nés en même temps, qui ont évolué du socialisme au capitalisme à peu près à la même époque. C'est atypique comme comparaison, c'est vrai qu'on l'entend rarement. Oui, ça m'est venu en enseignant. Je cherchais des comparaisons, ça aide à faire comprendre les choses. Et ce qui m'a frappé, c'est que... C'est pas très fort, effectivement. Donc, alors, essaie de parler tout de suite. Ce qui m'a frappé, c'est que deux grands pays qui se précipitent aujourd'hui en Israël. Par exemple, le Premier ministre indien Modi va venir en Israël dans les jours qui viennent. Les premiers ministres chinois viennent, les gouvernements se rencontrent, chinois, indiens, israéliens. Alors, un des plus petits pays du monde, avec les deux plus grands pays du monde. Et qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Tout à coup, j'ai réalisé, c'est encore une surprise, qu'ils sont nés à peu près à la même époque, 47, 48, 49, et que leur objectif premier des dirigeants, c'était la même chose, c'était créer un pays, créer ce qu'on appelle une nation. Faire d'un État, avec plein de gens, un vrai pays. Pour ça, il faut rassembler des gens qui, au fond, n'avaient pas l'habitude de se parler, qui parlaient des langues différentes. Alors pour Israël, ils venaient de 100 pays différents, mais en Inde, on parle 300 langues différentes. Et en Chine, on était les uns et les autres coupés du monde, chacun restait dans sa campagne, les gens ne se rencontraient pas. Donc il fallait d'abord créer un pays. Et pour créer un pays, finalement, la réponse des trois, ça a été des formes diverses qui portent le même nom, socialisme, qui ont évidemment des réalités très différentes, mais au fond le socialisme c'était au fond dire c'est l'État qui doit guider, il faut se protéger de l'extérieur parce qu'on est encore trop fragile, donc il ne faut pas faire du libre-échange, et puis il ne faut pas croître trop vite, il ne faut pas chercher à avoir des taux de croissance trop rapides. Aujourd'hui la Chine est à 10%, mais sous Mao elle était à 1 ou 2%, parce que en croissant lentement, on laisse personne sur le bord de la route. Or, si on veut créer une nation, si on veut fédérer des gens, il faut que tous aillent à peu près à la même vitesse. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, le socialisme israélien, c'est un socialisme, disons, volontaire et démocratique. Le socialisme de Mao, c'était obligatoire et même contraignant, et puis même allant jusqu'au camp de concentration. Le socialisme de Nehru, c'était... théorique dans la mesure où les systèmes des castes qui existent depuis 3 ou 4 000 ans continuent à exister et donc structurent la société, mais quand même les trois pays avaient en commun d'être protectionnistes et de croître lentement. Et puis très vite ils se sont trouvés devant un mur en disant on ne peut pas progresser, il faut changer de vitesse de croissance, mais là le seul système qui vous permet de croître vite, c'est le système qu'on appelle de l'économie de marché, où on s'ouvre à l'extérieur, où on laisse les capitaux étrangers entrer chez vous. C'est ce qui s'est passé en Chine à partir de 1980, et ça a marché, et en Inde maintenant depuis une dizaine d'années, en Israël depuis toujours, d'ailleurs, le pays a été ouvert aux investisseurs étrangers, sauf qu'ils ne venaient pas, mais maintenant qu'ils ont découvert qu'il y a une économie brillante, alors ils viennent, et donc à coup d'investissement étranger, de liberté des échanges, et surtout de liberté d'entreprendre, donc ça s'appelle le capitalisme, la libre entreprise ou le libéralisme. On a changé le modèle et on a changé évidemment de vitesse de croissance, mais partout on a créé des inégalités. Et ce que j'ajoute pour mes étudiants, c'est que s'il y a bien un pays qui n'accepte pas les inégalités sociales, c'est bien Israël, parce que c'est contraire à toute notre histoire du judaïsme. Et je vois bien mes amis israéliens qui ont des bons métiers, qui ont des bons revenus, pour certains qui sont riches, parce qu'ils ont hérité, etc., qui se trouvent habités dans des endroits magnifiques, sont en même temps restés avec la fibre égalitaire et socialiste, même quand ils sont riches, et ils rejettent le gouvernement actuel qui est trop à droite, et ils ont une nostalgie du passé, qui explique pourquoi on parle tellement en Israël des inégalités, parce que c'est insupportable pour des gens pour une nation jeune qui a encore connu cette époque d'égalité. Et on aspire à y revenir. Si on pense à la situation française, il y a beaucoup de similarités aussi. Mais c'est vrai qu'on tente de revenir, certains veulent revenir à un protectionnisme et l'ingérence plus importante de l'État dans l'économie, ce qui va faire débat d'ailleurs. Si vous voulez, c'est très logique. À partir du moment où le capitalisme apporte l'agrandissement du gâteau, mais le partage mal, on revient avec l'idée qu'il faut le partager plus, donc il faut que l'État intervienne plus. Et puis, si on fait ça,
on perd en compétitivité, donc on ne peut plus supporter la concurrence internationale, il faut mettre des barrières. Ce processus, de toute la vie des économistes dont je fais partie, est mortifère. Le pays le plus fermé au monde, c'est la Corée du Nord, en même temps c'est le plus pauvre. Oui. Donc on a parlé de la Chine, de l'Inde, qui sont des pays assez similaires, mais surtout avec qui Israël travaille aujourd'hui, échange. Alors ça c'est peut-être la plus grande surprise de tout mon travail. C'est-à-dire c'est la dernière surprise, quoi. J'ai 17 chapitres, 17 surprises. La 18e surprise s'appelle la conclusion, qui s'appelle « Je ne conclurai pas ». Confucius, notre maître à penser, a dit « Ne concluons pas, parce que conclure c'est fermer une porte, et donc il faut laisser les portes ouvertes ». Donc la 17e surprise, c'est justement que ces deux plus grands pays du monde, c'est eux qui viennent nous voir. Les Israéliens vont en Chine depuis 40 ans pour acheter les brosses à dents, pour acheter les smartphones, tout ce qu'on trouve en Israël et qu'on trouve en France, et qu'on trouve aux États-Unis, qu'on trouve dans toute l'Europe, viennent de Chine. Donc on est les grands acheteurs de produits chinois, mais on n'a pas grand-chose à leur vendre. Par contre, on a des choses à vendre qui sont nos découvertes, les start-up. Et c'est pour ça que l'accent mis sur le côté créatif d'Israël, c'est ça qui attire les Chinois et les Indiens pour une raison très très importante. Ces deux grands pays sont en train de rattraper le retard. Ils vont être, la Chine c'est le deuxième PNB du monde, ça sera bientôt le premier, l'Inde n'est pas très loin derrière, il y aura bientôt plus d'Indiens que de Chinois d'ailleurs. Donc on est à face de deux puissances démographiques énormes, qui sont ambitieuses, plein de gens intelligents, avec des grandes universités. Ils ont tout pour réussir, et naturellement pour réussir, c'est aussi être des grandes puissances scientifiques et technologiques. Samsung, qui vient d'un pays qui était très arriéré, la Corée est aujourd'hui le leader mondial. Vous avez déjà des smartphones chinois qui sont en train de prendre des parts énormes du marché chinois, des marques qu'on ne connaît pas mais qui vont un jour débarquer. Il y a une marque de smartphone chinois qui marche pas mal en France, je ne sais plus, qui commence Yun ou un truc. Ouais, Oppo, il y a le nouveau. Xiaomi, enfin, Voilà. bon, peu importe. Simplement, il y a une ambition chinoise et indienne en matière de sciences et technologie. Ils ont tout bon, sauf une chose. Ils le disent. Il nous manque la réussite de nos travaux. On met beaucoup d'argent, mais ils ne sortent pas grand-chose. Alors on regarde, quand on va en Israël, leur laboratoire, ils ont 100 fois moins que nous, en équipement, en hommes, mais ils sortent plein de trucs. Pourquoi? Alors ils disent, vous avez ce qu'on appelle un peu communément le génie. Le génie créatif, c'est le petit savant tout seul dans son laboratoire qui sort l'idée, la pénicilline, etc. Alors que nous, on a des grosses machines qui sortent pas grand-chose. Alors, il faut absolument qu'on travaille ensemble, il faut absolument qu'on découvre votre secret, pour ça qu'ils viennent. Et nous, on a une chance. Quand on est un petit pays, avoir les deux plus grandes puissances futures du monde qui s'intéressent à vous, qui vous aiment, qui vient sans mauvaise intention, ça change un peu, qui ne demandent rien, qui disent en plus on sépare le politique de l'économie, qu'on vient juste pour faire des affaires, on vient juste pour voir ce que vous avez à nous apporter. Tout ça, ça fait beaucoup de bien aux Israéliens, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont acceptés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui travaillent, et ça met l'économie en avant. Et puis, la dernière chose qu'il faut dire sur ce livre, peut-être que j'ai d'autres questions, oui, en tout cas, celle que je veux dire, c'est que l'économie, c'est la façon de changer l'image d'un pays. Moi, je l'ai vécu par le Japon. Le Japon, c'est le pays que je connais le mieux, parce que je suis parti quand j'avais 20 et quelques années. J'ai trouvé un pays qui avait été totalement écrasé sous les bombes, pas seulement atomiques, mais normales, et plus rien. En 20 ans, ils ont reconstruit. 20 ans après, ils sont la deuxième puissance du monde, ils sont toujours la troisième. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà un pays qui a été obligé de tout mettre, tout jouer, toute son ambition sur une seule chose, l'économie. Pas d'armée, pas d'ambition de domination, ils ne sont pas au Conseil de sécurité, ils n'ont pas leur voix dans le concert de la géopolitique, c'est un pays qui n'a rien à dire. Par contre, ils se sont imposés comme une grande puissance technologique, et il y a une époque où Sony, National, Omron, enfin toutes les grandes marques, et puis Toyota aujourd'hui, dominaient le monde. Aujourd'hui un peu moins, mais quand même encore. Donc tout ça, ça veut dire qu'on peut réussir dans la vie, sans avoir nécessairement une armée puissante, sans avoir nécessairement la bombe atomique, ils n'ont pas les Japonais,
sans avoir nécessairement un siège au Conseil de sécurité. Et donc, la voie économique, c'est une voie royale pour exister et pour avoir une bonne image dans le monde. Alors, c'est bien un problème d'image qu'Israël et beaucoup d'autres pays ont. C'est sûr que c'est un peu, avec Israël, c'est un peu une guerre d'image et c'est important de le dire. Ouais. Alors, on parle souvent d'Israël comme justement la Startup Nation, mais pourtant, vous l'avez dit, c'est que les startups ne créent pas d'emplois. Donc oui. Finalement, est-ce que l'économie israélienne repose uniquement sur ces startups ou sur d'autres... C'est un débat compliqué. Bon, une start-up elle-même, par définition, c'est une jeune pousse, il y a 4-5 bons hommes, une ou deux secrétaires, c'est vrai que ça ne crée pas beaucoup d'emplois. Ça crée des emplois quand la start-up devient une entreprise mature, quand on parle de la start-up à une grande entreprise. Pensez à Teva, qui était une start-up, qui est devenue une des plus grandes entreprises. Oui, mais du coup, au contraire, souvent on dit que ces start-up, au moment où elles vont devenir des entreprises matures, elles sont déjà vendues. Alors, voilà. Aux États-Unis. Donc c'est un problème, il faudrait aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire trouver une idée, en faire une start-up, et c'est de faire en sorte que cette idée s'épanouisse chez soi. Le problème d'Israël, c'est que c'est un petit pays, il n'y a pas de marché. Quand on parle de globalisation, on a 7 milliards de consommateurs, il y a 6 millions, il y a 8 millions d'Israéliens, dont 2 millions d'Arabes. Donc, qui n'ont pas un grand pouvoir d'achat et un bon million de juifs orthodoxes qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat non plus. Donc il n'y a pas de marché. Le seul marché, il est en Europe, aux États-Unis, en Chine. Les gens vous disent, d'accord, on veut bien vous donner accès au marché, mais on veut aussi en profiter. Donc là, il y a un rapport de force qui se crée. Et évidemment, quand un Chinois vient voir une start-up en disant, écoutez, votre start-up m'intéresse, elle est encore douteuse. Scientifiquement, technologiquement, c'est bon. Mais sur le plan du marché, on ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais nous, on a le marché. Alors, on va vous l'acheter. Idéalement, il faudrait négocier un peu mieux, dire, écoutez, au lieu de prendre les 20 millions, ou les 10 millions, ou les 30 millions d'euros que vous me proposez, on met ça comme un investissement dans une société commune, une joint venture, dont on a le plus possible de part, 20%, 30%, pourquoi pas 50%. À ce moment-là, nous, on va ensemble profiter du marché chinois. Il se trouve que pour l'instant, dans la négociation, les Chinois disent, écoutez, on vous donne 20 millions, on la prend, puis on verra, parce que de toute façon, après, il faudra l'adapter au marché chinois, il n'y a que nous qui puissions le faire, il faudra faire tout en chinois, du marketing, vous n'êtes pas adapté. Prenez les 20 millions et faites autre chose. Parce que la bonne réponse, quand même, c'est de dire que tout ça n'est pas perdu. Le créateur, qui touche beaucoup d'argent, en général, dans un premier temps, il dit, chouette, je vais m'acheter une maison, une Porsche, je vais acheter un diamant à ma femme, s'il est marié, ce qui est assez rare, mais très vite il s'ennuie. Un créateur, c'est un créateur, donc je vais utiliser cet argent pour recréer d'autres choses. Et donc en fait, même si chaque start-up n'utilise pas beaucoup d'emplois, la multiplication des start-up via les incubateurs, via les réinvestissements de ceux qui ont vendu leur start-up, ils la réinvestissent, tout ça veut dire que le secteur croît et que l'emploi croît aussi avec lui, mais ce sont des emplois très qualifiés, donc il faut avoir derrière, et j'en parle dans mon livre, les ingénieurs, les savants qui peuvent suivre. Et là, tout d'un coup, à un moment donné, Israël s'est trouvé devant une pénurie de cerveaux, c'est quand même assez intéressant, qui a été compensée il y a une vingtaine d'années par l'arrivée des Russes. Donc ça, c'est une des grandes surprises. L'arrivée du million, on va un peu vite, on dit 1 million d'immigrants russes, ça pouvait être une catastrophe. D'ailleurs, ça a été vécu pour le gouvernement israélien, beaucoup d'Israéliens, comme une invasion, une catastrophe. Et ça a été l'ALIA qui a sauvé l'industrie de haute technologie d'Israël parce que c'était beaucoup d'ingénieurs. Alors c'était des ingénieurs mécaniques, c'était pas des grands scientifiques, ils connaissaient rien à Internet, etc. Mais ils avaient l'esprit scientifique, on les a formés rapidement, ils sont devenus des grands ingénieurs. Vous avez beaucoup de noms russes aujourd'hui qui sont à la tête des start-up, qui sont dans les instituts de recherche, qui sont professeurs d'université. Ils ont pris toute une place dans Israël. C'est qui prouve bien que les immigrations, quand elles sont bien utilisées, ça c'est une force d'Israël, peuvent être utiles. Peut-être que la nouvelle immigration française aura aussi son poids dans l'économie. Je peux vous dire que je la vois arriver, elle vient au compte-gouttes, c'est pas 1 million. Non, c'est ça, ces dernières années. Non, mais c'est quelques milliers qui viennent, et ceux qui sont dans les startups, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines, c'est souvent des diplômés des grandes écoles d'ingénieurs, qui ont déjà une idée en France,
et qui se disent peut-être que c'est en Israël que je vais l'épanouir. Il y a un écosystème qui est très favorable aux startups en Israël parce qu'il y a de l'argent, il y a des investisseurs, ce qu'on appelle du capital risque qui existe, qui est abondant, qui est surabondé par de l'argent américain et même chinois et japonais. Il y a tout ça qui vient. Donc on trouve plus facilement de l'argent pour une start-up en Israël. Puis ils ont envie de venir en Israël, de faire leur alia. Et comme ils viennent avec une invention, ils ont quelque chose dans les mains pour valoriser leur alia. Ils apprennent très vite l'hébreu. On les aide un peu en leur donnant des mentors israéliens qui les aident à trouver leur place. Et tout ça se fait au compte-gouttes. C'est pas une alia massive. Et une dernière question, on entendait Michael Barzi, justement, un philosophe que je vais connaître, qui disait que le problème de Jérusalem, c'est qu'on avait beau avoir envie que ce soit la capitale d'Israël, pour qu'elle le soit, il fallait aussi qu'économiquement, elle puisse rivaliser avec d'autres capitales mondiales, même européennes, comme Londres, Berlin, et que comme elle n'arrivait pas à s'autofinancer et qu'il n'y s'y passait pas grand-chose, ça posera un problème à un moment donné. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? L'analyse est bonne. Si Jérusalem ne reste qu'une ville religieuse, elle ne peut pas être une capitale d'un pays. Mais là où il a tort, c'est qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé depuis 10 ou 20 ans. Le profil de Jérusalem a complètement changé. Vous avez des gens qui s'installent à Jérusalem pour pas des raisons religieuses, c'est simplement parce que les paysages leur plaisent et parce qu'ils veulent quitter un peu le bruit de Tel Aviv, être un peu sur les hauteurs, avoir d'air. Et puis, il y a un écosystème de high technologie qui s'est développé à grande vitesse à Jérusalem, avec la multiplication derrière de tout ce qui est restaurant, art, etc. Il se passe énormément de choses en Israël. Il y a même une vie nocturne, des nightclubs, etc., qui ne sont pas évidemment près des centres religieuses, mais qui sont dans le Grand Jérusalem. Donc c'est en train de changer à très grande vitesse. Ça va être encore accéléré par la mise en service du train, enfin du quasi-métro, qui va relier Jérusalem-Tel Aviv en 40 minutes. Alors là, on pourra habiter où on veut et travailler où on veut. Et je pense que Jérusalem est en train de devenir une capitale au sens complet du terme, c'est-à-dire avec évidemment une vie religieuse, mais aussi une vie laïque et une vie technologique. Il y a la grande université hébraïque de Jérusalem, oui, qui est un pôle de toutes les études possibles. C'est pas une université religieuse, hein, c'est une université tout à fait normale. On fait du droit, on fait de la médecine, on fait de l'économie, il y a MBA, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Et ça, c'est un pôle. Il y a des pôles d'université pour les religieux, et c'est ça la bonne nouvelle. J'ai visité une université, ça s'appelle une académie, une sorte d'université, un collège académique, pratiquement une université, où le matin, donc c'est fait pour les orthodoxes, pour les juifs orthodoxes, qui veulent étudier la Torah. On dit voilà, faites la moitié du temps étudier la Torah, la moitié du temps étudier l'Internet, les ordinateurs, la production de logiciels. L'état d'esprit pour faire les deux peut se connecter, ça marche très bien ensemble. Il y a même des classes pour les femmes, qui deviennent, d'ailleurs, sont même plus nombreuses que les garçons, qui deviennent des ingénieurs en sciences d'informatique. Et tout ça commence à fonctionner, il va se multiplier évidemment au fur et à mesure où les premiers résultats. Ils trouvent tous du boulot en sortant, donc vous avez des Haredi, des orthodoxes qui travaillent et qui gagnent bien leur vie. Alors ça fait envie à leurs copains qui disent et moi. Donc ce que disait Michael Barzi, qui était vrai, l'analyse était bonne, est en train de devenir une réalité, et donc on peut compter sur Jérusalem pour être une vraie capitale. Donc on peut être optimiste. Et bien sûr, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est un livre qui doit rendre optimiste, parce qu'on voit que l'activité économique, c'est du solide. Merci beaucoup. Je vous conseille le livre, donc si vous voulez découvrir tous les aspects, ou du moins les plus importants de l'économie israélienne avec une vision optimiste, on voit bien. Oui. D'accord. C'est des surprises, hein. C'est pas des secrets, c'est des surprises. Mais j'ai dit des surprises. Oui, non, souvent les surprises de l'économie d'Israël. Il n'y a pas de secret. En tout cas, après ce livre, l'économie d'Israël n'aura pas de secret. L'économie n'a pas de secret, c'est du travail, de l'organisation et de l'intelligence. Ça, les Israéliens n'en ont pas. On devrait s'en inspirer un petit peu. Merci beaucoup, et vous pouvez retrouver toute l'interview sur la page Impact. Et évidemment, likez la page, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Insta Impact Immersion, Twitter Impact-Asso, pareil pour Periscope et la page Impact, et évidemment le site internet www.impactfrance.fr.